Maintenant, l'invité de la matinale. Alors qu'il a soudé les Canadiens contre lui, qu'il patine en Ukraine, qu'il recule avec la Chine et qu'il espère normaliser sa relation avec l'Iran, quel bilan peut-on faire des 3 mois de Trump à la Maison-Blanche? Réponse avec l'invité de la matinale tout de suite. Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IFRI, où vous êtes responsable du programme Amérique. Vous avez publié Géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France. Commençons par l'actualité du jour. Les Canadiens votent aujourd'hui pour les élections législatives. Le candidat le plus anti-américain est en tête. C'est Mark Carney, du Parti libéral, celui de Justin Trudeau, donné pourtant battu il y a quelques mois. Expliquez-nous ce retournement de situation. C'est un peu grâce à Trump, tout ça. Ah oui, c'est complètement grâce à Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, nous, Français, c'est que les Canadiens anglophones, nous on connaît les Québécois, qui sont déjà pas toujours très pro-américains, mais les Canadiens anglophones, historiquement, ce sont pour beaucoup d'entre eux des loyalistes qui ont fui les futurs États-Unis au moment de la déclaration d'indépendance. Donc on est il y a 250 ans, en 1776, il y avait un certain nombre d'habitants qui n'étaient pas du tout d'accord pour devenir indépendants de la couronne britannique. Et beaucoup de ces gens-là ont immigré à l'époque au Canada. Ils sont devenus les Canadiens anglophones d'aujourd'hui, enfin leurs descendants. Et donc, ils ont une tradition un peu anti-américaine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en effet, tous les propos de Trump sur une annexion du Canada pour en faire le 51e État les ont mis très en colère et ont suscité une sorte d'élan patriotique au Canada qui a eu pour effet, comme vous le disiez, de remettre en selle les libéraux, alors que depuis des mois et des mois, c'était les conservateurs qui étaient censés gagner l'élection d'aujourd'hui. Sur deux thématiques, en fait. La première, c'est Trump qui proposait ni plus ni moins de faire du Canada le 51e État américain, et puis derrière, une politique tarifaire très pénalisante pour le voisin. Très pénalisante pour les deux voisins des États-Unis, Canada et Mexique. C'est ce grand accord de libre-échange qui date des années 1990 et que Trump avait déjà remis en cause pendant son premier mandat et veut à nouveau remettre en cause cette fois-ci. En fait, on voit si on fait un pas en arrière et qu'on regarde ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Trump arrive avec cette politique très agressive, très impérialiste sur le plan international et que qu'est-ce qu'on voit ? On se voit qu'il se heurte au principe de réalité. C'est-à-dire que quand il décide un truc, les acteurs en face ont leur propre indépendance, leur propre marge de manœuvre et réagissent de la manière qu'il le souhaite, et ça ne va pas dans le sens de Trump. Donald Trump qui était à Rome ce week-end, discussion avec Volodymyr Zelensky qui a donné lieu à une photo qui a été très commentée samedi, et pour la première fois l'Américain a émis des doutes sur la volonté de Poutine de négocier, tout en expliquant que Zelensky était peut-être prêt à laisser tomber la Crimée ou à la laisser aux Russes, et ensuite il agite une nouvelle fois la possibilité de sanctions. Trump qui doute de sa propre stratégie pro-russe, et c'est assez inédit. Aidez-nous à comprendre. Où en est-il dans sa tête ? Mais oui, mais c'est ce qui est vraiment tellement intéressant et frustrant avec Trump, c'est que on a du mal à comprendre dans la confusion de ses déclarations successives. En fait, Trump a très peu de patience. Il voulait régler ce problème de l'Ukraine en 24 heures, rappelez-vous. Bon, et là encore, il se heurte au principe de réalité, c'est-à-dire que ça marche pas aussi vite qu'il veut, parce que d'abord Zelensky veut pas lâcher la Crimée, il l'a redit après leur entretien. Quant aux Russes, de toute évidence, ils ont pas envie d'arrêter la guerre tout de suite, vu qu'ils continuent à gagner du terrain. Et donc personne ne veut aller dans le sens de Trump, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. Et en réalité, ce qui pourrait se passer, c'est que tout simplement, et comme il l'a déjà fait dans le passé, Trump laisse tomber ce dossier parce qu'il en a assez. Il l'avait fait, rappelez-vous, pendant son premier mandat avec la Corée du Nord. Vous savez, il y avait eu 3 rencontres au sommet, il promettait monts et merveilles. Comme côté nord-coréen, ça avançait pas très, très vite, eh bien Trump a laissé tomber et il est passé à autre chose. En fait, je pense que c'est aussi ce qui pourrait se passer sur le dossier ukrainien. Mais ça voudrait dire, parce que bon, la Corée, il n'y avait pas d'argent en jeu, c'était des équilibres stratégiques importants. Là, il laisserait tomber le financement de cette guerre parce qu'il est largement l'un des bailleurs de l'Ukraine. Oui, alors est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un retournement et se remettrait à aider l'Ukraine ? Je ne crois pas, parce que là, effectivement, il veut que les États-Unis cessent de financer l'aide à l'Ukraine, et ça, je pense qu'il ne reviendra pas dessus, parce que son
son égoïsme nationaliste est le plus fort. Non, ce qu'il pourrait faire, c'est tout simplement arrêter d'aider l'Ukraine, mais arrêter aussi de travailler à des négociations. Donc là, ce serait un lâchage complet de l'Ukraine, qui irait bien dans le sens, de toute manière, de son rapprochement idéologique très profond avec la Russie de Poutine. Peut-être envisage-t-il un coup politique nul s'il prend cette option, c'est-à-dire abandonner l'Ukraine. Peut-être que politiquement, les Américains s'en moquent. Alors, l'opinion publique américaine continue majoritairement à soutenir la cause ukrainienne. Donc ce serait un coup politique pour lui, je pense, quand même. Alors, s'il lâchait l'Ukraine, ce serait, imagine-t-on, pour se consacrer à la relation sino-américaine. L'Amérique n'est qu'un tigre de papier. C'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux chinois qui cite Mao Zedong pour réveiller le réflexe patriotique des Chinois et montrer que dans la guerre commerciale, Xi ne s'en laissera pas compter. Trump a-t-il obtenu en 3 mois des résultats dans cette guerre commerciale contre la Chine ? Pas du tout. Parce que la Chine s'est montrée extrêmement réactive et vindicative, et en fait a mené une escalade. À chaque fois que Trump a mis un tarif, la Chine taxe douanière supplémentaire, pardon. Eh bien, la Chine a rétorqué de la même manière. Il y a quelques jours, elle a encore prononcé des sanctions contre des personnes américaines, donc pas des biens, mais des personnes. Donc, on voit qu'elle est vraiment montée au créneau pour répondre coup pour coup. Donc, c'est vraiment le scénario noir de l'escalade dans la guerre commerciale. Et pour le coup, les Américains vont le voir les consommateurs américains vont le voir très rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer quand même des négociations ? Est-ce qu'à un moment donné, l'approche transactionnelle, comme on l'entend beaucoup, de Donald Trump, finalement négocier tout le temps après avoir mis sur la table le rapport de force, ça peut fonctionner avec la Chine ? Oui, c'est une des hypothèses. En effet, Trump commence toujours par poser sur la table des demandes parfois extravagantes tellement elles sont brutales et de haut niveau c'est sa stratégie à lui qu'on voit si souvent, pour impressionner l'adversaire et l'amener à la table de négociation dans un état psychologique presque affaibli. Mais on voit qu'avec la Chine, ça marche pas. Néanmoins, peut-être que la Chine aussi espère négocier en position de force. Donc oui, je pense que ça finira par des négociations. Évoquons enfin le dossier iranien. Trump, qui s'était retiré des négociations avec l'Iran sur le nucléaire lors de son premier mandat, parle à nouveau avec les Iraniens, ou en tout cas des émissaires parlent avec les émissaires iraniens. Sagesse ou versatilité ? Alors là, c'est encore un très bel exemple de l'imprévisibilité de Trump et de la difficulté qu'on a à faire sens de toute sa politique étrangère. Parce que comme vous l'avez dit, il s'est retiré avec fracas du JCPOA, c'est le nom de cet accord nucléaire, c'était conclu en 2015, bref. Et là, il reprend les négociations quasiment sur les mêmes termes que pour l'accord de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Eh bien, il y a plusieurs explications, parce qu'il aime toujours pas les Iraniens, donc c'est pas par philanthropie qu'il veut conclure cet accord. Il a tout simplement compris, je pense, est-ce possible, qu'il avait commis une grosse erreur stratégique en retirant les États-Unis de l'accord, parce que depuis 2018, donc le retrait de l'accord, les Iraniens en ont profité pour continuer leur processus d'enrichissement de l'uranium. Ils sont beaucoup plus près de la bombe nucléaire aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2015. Donc énorme erreur des Occidentaux, enfin des Américains sur ce sujet. Donc il veut revenir là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord, il voudrait bien avoir un succès diplomatique, ça ferait bien dans son CV. Ensuite, il veut, et ça c'est très important, cadrer les demandes israéliennes très anciennes de frappe sur l'Iran. Parce que ça, ce serait quand même l'ouverture d'un nouveau front au Moyen-Orient extrêmement dangereux, parce que les deux pays sont soit des pays nucléaires, soit proches du nucléaire, donc on ne sait pas du tout où ça nous emmènerait. Et je crois que Trump, et ça il faut le noter, même s'il est très pro-Netanyahou et sur les questions de Gaza et du Liban, il lâche tout au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Pour le coup, sur l'Iran, il tient bon. Et comme tous les présidents américains avant lui, il ne veut pas accéder à cette demande israélienne de frappe sur l'Iran. Et donc ça, faut le noter. Et une dernière raison, c'est aussi qu'il voudrait régler ce problème de l'Iran pour passer à autre chose, c'est-à-dire reprendre les négociations
entre Arabie Saoudite et Israël, vous savez, les accords d'Abraham, et puis peut-être aussi son projet de Riviera à Gaza. Donc il faut qu'il ait les mains libres pour pouvoir faire ça. Et régler le problème iranien, ce serait une bonne chose pour ça. J'imagine qu'une telle politique faite d'à-coups, de revirements, Laurence Nardon, de stand-by, on avance, on recule, sur des dossiers aussi complexes, qui supposent une ingénierie, une expertise administrative très forte de la part des cabinets et des équipes et de l'administration américaine. On a beau parler de spoil system et de l'arrivée d'équipes nouvelles, il y a toujours des gens sérieux qui s'occupent de ces dossiers. Ça doit épuiser l'administration. Comment ça fonctionne? Quel est le ressenti à Washington dans l'État profond qui continue à être au service de cette politique et de Donald Trump? Et ce sont des fonctionnaires quand même. Oui, alors c'est ce qui est très intéressant dans cette nouvelle administration Trump, c'est que il y a à la fois des idéologues assez pro, très trumpistes, très nationalistes, etc. Mais il y a encore pas mal d'amateurs qui ont été nommés, un peu comme il y en avait encore plus dans le premier mandat. Et en dessous, on a, comme vous dites, les fonctionnaires qui tiennent le navire, l'état profond pour les complotistes. Enfin bon, c'est des gens sérieux pour la plupart d'entre eux, mais ils sont déjà extrêmement déstabilisés et déprimés par les injonctions contradictoires qui leur viennent d'en haut de leur chef, nouvellement nommé. Mais aussi, il faut voir qu'ils sont affaiblis par les attaques du Doge, d'Elon Musk, parce que beaucoup de fonctionnaires ont été virés depuis le mois de janvier. Donc c'est vraiment, en effet, une situation très difficile pour eux et un état d'abattement pour les personnes à qui j'ai parlé. Vous parlez du Doge et on peut pas oublier de parler d'Elon Musk. Il y a vraiment un divorce entre eux où Elon Musk se retire pour s'occuper de ses affaires et un peu dépité en fait par les résultats de sa propre politique d'économie. Musk ? Elon Musk, qui prend du champ par rapport à l'administration Trump. Il n'a pas eu tant une politique économique, une politique de destruction de l'État fédéral. C'était sa mission. De réduction des dépenses. Oui. Elon Musk avait toujours dit, dès la période de transition, avant l'investiture de janvier, il avait déjà dit qu'il ne resterait pas longtemps et que, en tout cas, à l'été prochain, il partirait parce qu'en fait, il est un homme d'affaires, il fallait qu'il s'occupe de ses business nombreux et il ne pouvait pas devenir un fonctionnaire de Washington. Donc c'était toujours prévu qu'il parte. Est-ce qu'il part un peu plus tôt parce qu'il s'est disputé avec Trump ? Peut-être. C'est surtout, je crois, que les conseillers plus nationalistes autour de Trump, Vance, Navarro et d'autres, en fait, lui savonnent un peu la planche parce qu'ils sont pas vraiment sur la même ligne idéologique. Musk, c'est plutôt un libertarien capitaliste. Les autres, c'est des nationalistes ils ont pas vraiment le même agenda. Et donc Musk a été critiqué en interne par toute cette autre pan idéologique autour de Trump. Laurence Nardon de l'IFRI est l'invitée de la matinale de Radio Classique. Évoquons la scène politique américaine. Qui sont les meilleurs opposants à Trump? Sont-ce les démocrates aujourd'hui ou les marchés financiers et les milieux d'affaires? Alors les démocrates sont toujours un petit peu déconfits, enfin non d'ailleurs très 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 déconfits depuis leur défaite de novembre, parce que mettez-vous à leur place, ils ont passé 4 ans à dire que Trump avait été un accident horrible dans la démocratie américaine et que maintenant on revenait à la normale et qu'on allait poursuivre cette route merveilleuse vers la meilleure démocratie du monde, et voilà que Trump est réélu, et pour eux c'est un désaveu vraiment énorme, profond, dont ils ont beaucoup de mal à se remettre, d'autant plus que ils n'ont pas de personnalité charismatique qui peut les emmener, donc il y a personne à leur tête aujourd'hui, et ils ne sont pas d'accord, et ça c'est peut-être encore plus grave, sur la ligne politique qu'ils doivent défendre. Est-ce qu'ils doivent être modérés? Est-ce qu'ils doivent être radicaux? Est-ce qu'ils doivent être encore autre chose? C'est très compliqué pour eux. Et donc, ils sont en opposition totale à Trump, on est d'accord, mais ils sont pas très efficaces pour l'instant. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le contre-pouvoir le plus efficace contre Trump, alors c'est les cours, il y a plein de recours juridiques, judiciaires dans tous les sens, mais c'est surtout l'économie, les marchés, l'état de la dette américaine, le retour de l'inflation, c'est ça qui, l'état des bourses aussi, c'est ça qui peut faire plier Trump. D'ailleurs, c'est ce qui s'est déjà produit sur les tarifs douaniers. Il est revenu en arrière parce que tout s'écroulait à Wall Street et ailleurs. Finalement, Trump qu'on créditait de volontarisme politique, il n'a pas vu arriver la complexité des dossiers. Est-ce que c'est pas ça
ça finalement, l'erreur qu'il est en train de commettre, c'est des solutions simples dans un monde archi-complexe. Oui, bien sûr. Il faut voir que lui, il arrive surtout avec une mission qui est de transmettre, de représenter et de transmettre la colère du peuple américain. Et donc ça se fait avec des mots simples et des solutions simples. Et en effet, le principe de réalité, on ne peut pas y échapper. Laurence Nardon, merci d'être venue parler aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Géopolitique de la puissance américaine, et vous êtes responsable du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Luc Ferry, notre esprit libre du lundi.